Salut! Bon, vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez de quoi on va parler. On va faire un petit débrief rapide des bouquins que j'ai lus ce mois-ci. J'ai envie de tester ce format, je vais voir ce que ça va donner. Puis si j'aime bien, je ferai peut-être ça une fois par mois. Quel bouquin j'ai lu ce mois-ci, et puis on fait un petit débrief à la fin du mois de ce que j'ai pensé des livres que j'ai lus. Enfin, sauf si j'ai lu un seul livre dans le mois, là, évidemment, va peut-être mieux que je fasse une vidéo dédiée à ce bouquin, plutôt que de faire une vidéo comme celle-ci. Je pense que je mettrai le chapitrage avec le nom des livres, histoire que s'il y a des gens qui sont intéressés par un livre en particulier, ils puissent aller voir directement à cet endroit-là de la vidéo. Alors du coup, le premier bouquin que j'ai lu ce mois-ci, c'est Les Dossiers de Dresden, par Jim Butcher, je crois. J'ai lu que le tome 1 pour l'instant. Mais honnêtement, j'ai bien kiffé. Il y a une ambiance un peu vieux détective à l'ancienne, noir et blanc, qui râle tout le temps, qui passe vraiment des sales journées. Les Dossiers de Dresden, ça parle d'un magicien qui se présente comme un magicien dans le monde des hommes, dans le monde des humains, dans une ville avec, genre, on va dire des moldus, même si c'est pas comme ça qu'il s'appelle. Et en gros, oui, il résout des problèmes pour les gens qui viennent le voir. On l'engage pour résoudre des problèmes grâce à la magie, ou des problèmes liés à la magie. Dans le tome 1 en tout cas, c'est des problèmes qui potentiellement ont été causés par la magie, c'est surtout ça qu'on voit. Il est aussi consultant pour la police, je sais plus dans quelle ville ça se passe, mais il est consultant pour la police de cette ville-là. En gros, pour toutes les affaires, il l'envoie sur toutes les affaires où ils savent vraiment pas comment s'en sortir avec ces affaires-là, quoi. Toutes les affaires, ils appellent ça les affaires surprenantes ou surnaturelles, je sais plus trop. Et donc, Harry Dresden, au début du bouquin, tu vois qu'il galère bien, il galère vraiment beaucoup dans la vie, il peut pas payer son loyer, il peut pas payer sa bouffe, bref, niveau financier, il est vraiment pas très bien loti. Et d'un seul coup, il va se retrouver avec une affaire que va lui donner la police, d'un côté, une affaire de meurtre, et d'un autre côté, avec son cabinet où il est magicien, il va recevoir une cliente qui va lui demander d'enquêter sur quelque chose aussi qui est lié à la magie. Et donc tout le tome 1, là, on va suivre du coup les aventures d'Harry Dresden, tandis qu'il investigue, qu'il enquête sur ces affaires-là. D'un côté le meurtre, et de l'autre côté, je vais pas spoiler, je vais pas dire ce que c'est, mais si, remarque, je peux. Enquêter sur un mari disparu. Il enquête sur un mari disparu pour sa cliente. Et j'ai bien aimé le style, la vibe, l'atmosphère qui se dégage du bouquin. Parce que comme j'ai dit là, ça faisait, comme je l'ai dit au début, ça fait très vieux polar, dans un vieux Chicago, enfumé, avec le détective, tu l'imagines un peu avec son chapeau et son trench coat, en train de zoner dans les bars malfamés, des quartiers malfamés pour aller dénicher des preuves, des indices. Et donc, on a tout ce côté enquête, détective, d'un côté, qui du coup fait très penser à ces vieux polars là, enfin moi ça me fait penser à ça en tout cas, et d'un autre côté on a la magie, donc on a un monde des magiciens qui est un peu caché aux yeux des hommes, des humains normaux, mais en même temps qui vivent à leur côté, quoi, avec un genre de monde parallèle magique qui s'appelle le Never Never en anglais, je sais pas comment ça s'appelle en français, je l'ai lu en anglais celui-là, et qui a l'air bourré de toutes ces créatures magiques dont on entend parler dans tous les bouquins de fantasy ou avec des magiciens ou ce genre de trucs. Donc des fées, des démons, tout le bestiaire assez classique, mais revisité quand même, avec des fées qui sont assez marrantes quand même, qui sont très stupides, qui tombent très facilement dans les pièges des magiciens, et qui vont toujours retomber dans les mêmes pièges, puisqu'elles oublient de toute façon qu'elles sont tombées dans le piège 10 jours plus tôt déjà. Donc apparemment il suffit d'un peu de pain et d'un peu de lait pour capturer une fée. Il faut tracer un cercle dans le sol, et voilà, vous avez capturé une fée. Mais bref, Dossier de Dresden, je pense que je vais continuer là. J'ai lu que le tome 1 pour l'instant, mais en vrai ça semble prometteur. Je crois qu'il y a beaucoup de livres, hein. Je crois qu'il doit y avoir 17 ou 18 livres de sortie là. Et je me dis que, je sais pas si après on va continuer sur des enquêtes comme ça, sur des enquêtes dans ce style-là, avec cette ambiance de polar et tout. J'ai cru comprendre qu'on partait un peu plus dans de l'épique, mais vraiment vers la fin quoi. Mais dans tous les cas, je pense que même si on continue sur des enquêtes, moi je pense que ça va me faire kiffer. Et il y a un côté aussi où Harry Dresden, il prend vraiment cher. Je sais pas sur combien de temps se déroule le bouquin. Dans l'univers du livre, je sais pas combien de temps se passe entre le début du bouquin et la fin. Je crois qu'il y a quelque chose comme 5 jours. Il y a moins d'une semaine en tout cas. Il y a moins d'une semaine parce qu'il y a beaucoup de trucs. On nous rappelle souvent que il a tel rendez-vous à telle date. Il a aussi une menace qui pèse à telle date, genre le lundi. Il faut qu'il ait terminé tout pour le lundi, quoi. Donc je sais qu'il y a moins d'une semaine. Et il va passer une sacrée semaine de merde, hein. Quand tu arrives à la moitié du bouquin, tu sais pas comment il fait pour sortir de son lit, pour se traîner jusqu'à son bureau, pour se traîner jusqu'à ses enquêtes, avec ce qu'il a pris la veille déjà, à cause de ses enquêtes justement. Parce qu'il enquête et parce qu'il découvre des trucs et qu'il devrait pas... Il met son nez à des endroits où il devrait pas mettre son nez, quoi. Et ça plaît pas à certaines personnes et donc il prend très cher. Et j'ai beaucoup aimé.
Je crois ces bouquins où le personnage il est lessivé. Une fois que l'histoire elle commence, elle avance bien, le personnage il est lessivé, mais complètement lessivé quoi. Il prend en une journée ce que des gens prennent en 10 ans quoi. Et moi j'aime bien. Ouais, je pense que je vais continuer. Je pense que je vais continuer la suite. Je sais pas si je ferai ça tout de suite parce que là, j'ai commencé d'autres bouquins ce mois-ci et putain, les autres bouquins, je suis bien à fond dedans aussi quoi. Mais bon, on verra. En tout cas, Dossier Dresden, je ferai peut-être une vidéo dessus un jour si je continue. Une vraie vidéo et tout. En tout cas, ouais, intéressant, je conseille. Au moins le tome 1. Ensuite, après ça, donc Dossier Dresden, c'est le premier que j'ai lu ce mois-ci. Après ça, j'ai lu, alors, une grosse série de fantasy, une grosse saga de fantasy que j'avais jamais commencé. Ça me chauffait pas trop. Il y a eu une série Amazon dessus. Les gens commencent à capter là, je pense. Et je m'étais jamais lancé dedans. Et là, je me suis dit, allez, let's go. Donc, je l'ai écouté en livre audio. La première fois que j'écoute des livres audio d'ailleurs. J'avais jamais fait. Et je kiffe bien. Donc, c'est La Roue du Temps. Et là, j'ai écouté les tomes 1 et 2 pour l'instant. Et je suis au début du tome 3 là. Je suis au début du tome 3. Et en fait, je lui ferai le reproche que je pourrais faire genre au Seigneur des Anneaux par exemple. Donc La Roue du Temps de Robert Jordan. Je lui ferai le reproche que je pourrais faire au Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que c'est lent quoi. C'est lent, ça met beaucoup de temps à mettre les choses en place. Mais je comprends pourquoi. Parce qu'il faut développer, c'est un univers hyper grand, donc il faut développer les personnages, il faut développer tout l'univers, il faut que le lecteur il soit pas perdu, parce que putain, cet univers est tellement grand, il y a tellement de choses à développer, qu'évidemment que Robert Jordan est obligé de prendre son temps et tout pour tout développer, pour tout nous présenter, mais c'est lent. Mais par contre, ça me dérange pas tant que ça, parce que je sais qu'il y a une vingtaine de bouquins, et je sens, en fait, en avançant dans la lecture, que cette lenteur-là, qui est imposée au début, elle va être bonne pour la suite, elle va me faire m'attacher au personnage, elle va me faire comprendre les enjeux, et quand on va arriver à des moments où il y aura des dénouements sur des intrigues, ou ou je sais pas, peut-être qu'on va perdre des personnages, ou quelque chose comme ça, moi je serai beaucoup plus investi en fait. Et du coup j'ai cette sensation-là que ça va devenir très gros très très vite. Ou peut-être pas très très vite, comment dire, très gros, je sais pas si très gros c'est le bon terme, mais très épique. On le sent déjà l'épique. Il y a les balbutiements déjà de l'épique dans les premiers tomes, je trouve. Il y a eu des scènes de combat, des bonnes scènes d'action et tout. Il y a eu un peu d'épique quand même déjà dans les 2 premiers tomes. Mais on n'est pas encore sur l'épique des batailles gigantesques qui opposent le bien et le mal. Parce que ça aussi, Robert Jordan, très proche du Seigneur des Anneaux, assez manichéen, enfin en tout cas pour l'instant, là où on suit. Au début du tome 3, très manichéen dans son traitement, pas forcément des personnages. Les personnages en eux-mêmes sont pas complètement manichéens. Une partie des personnages principaux, c'est des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui donc grandissent et découvrent la vie, le monde, découvrent ce que c'est la douleur, la souffrance, la peur, le courage, tout ça. Et donc ils sont pas entièrement bons puisqu'ils font beaucoup d'erreurs en fait. Beaucoup d'erreurs stupides. Par arrogance, par orgueil, par cupidité, même dans le tome 1. Je pense à... Non, je vais pas dire son nom, mais par cupidité, oui. Et ça, c'est intéressant. Mais par contre, ce qui est manichéen, c'est le monde. Parce qu'on est sur la lutte du bien contre le mal, clairement. En tout cas, là où j'en suis, c'est comme ça que c'est présenté depuis le début. On a le Sauron, en gros. Même si faut arrêter de tout comparer au Seigneur des Anneaux. Mais l'idée, c'est ça. Le grand seigneur du mal, le père des mensonges, Balsamon, qui veut brûler le monde et tout détruire. Et on a l'élu. L'élu de la prophétie, qui va venir lui mettre des bâtons dans les roues, quoi. Sauf que l'élu de la prophétie, déjà dans le tome 1, on sait pas qui c'est, parce qu'il y en a plusieurs potentiels, et tout le tome 1 va tourner autour de ça, sur qui est l'élu destiné à défaire le père des mensonges, le ténébreux Balsamon. Et voilà, ouais, j'avoue que là en ce moment, je suis plutôt en kiff sur La Roue du Temps. Je vais continuer, c'est sûr. Est-ce qu'à un moment la lenteur de la narration va me saouler, va me faire arrêter? Je sais pas. Honnêtement, je pense pas. Parce que même si c'est lent, l'auteur il t'amène quand même des trucs. Il te donne des trucs, il te donne des petits bouts à manger qui te gardent accroché, quoi. Qui te laissent dans le truc, qui font que tu lâches pas. Et donc ouais, je pense que je vais continuer. 20 tomes. Mais je vais les faire. Je vais les lire. Hein. En plus, j'ai déjà parlé de Brandon Sanderson sur cette chaîne, et je parle de Brandon Sanderson là parce que Robert Jordan est décédé avant de terminer La Roue du Temps. Et du coup, Brandon Sanderson a repris la suite de La Roue du Temps, donc avec la fin qui était prévue et tout. Et autant d'habitude, ça me ferait chier de me dire que c'est un auteur différent qui termine l'histoire. Autant là, Brandon Sanderson, moi j'adore ce qu'il fait. Donc j'ai pas trop de crainte. Et surtout qu'apparemment, c'est vraiment la fin prévue par l'auteur, par Robert Jordan. C'est celle qu'il avait prévue, il manque quelques tomes, je crois.
Et c'est supervisé par son éditrice, qui était la femme aussi de Robert Jordan, et donc qui connaît tout, toute la suite. Donc je pense que je suis même pas sûr que je verrai la différence en vrai. Parce que je pense que Brandon Sanderson peut faire un super boulot pour terminer tout ça. Ou qu'il l'a déjà fait, je sais pas si c'est déjà terminé, faudrait que je regarde. Mais voilà, la roue du temps, de fou. Je kiffe. Ça sent l'épique à plein nez, même si je suis pas encore dedans. Mais je suis sûr que ça va arriver. Et je pense que quand ça va arriver, à mon avis, ça va me retourner. Je pense que je vais me prendre des claques et que ça va me rendre accro, je pense. Je suis pas encore accro là, mais je sens que ça peut arriver. Il y a le potentiel. Avec ces 2 premiers tomes plus le début du 3e, là, je sens le potentiel à plein nez. Et ensuite, du coup, donc j'ai commencé par les dossiers de Dresden. Ensuite, j'ai enchaîné sur la roue du temps. Et pendant que je lisais du coup la roue du temps, je me suis aussi mis sur la première loi de Joe Abercrombie. Et alors, je connaissais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler. Parce que dernièrement, bon, j'ai un peu des lacunes sur les dernières sorties fantasy. Je suis en train de m'y remettre là. Et du coup, je découvre plein de trucs géniaux. Et la première loi, c'est une découverte de fou. C'est une pépite. Joe Abercrombie, il écrit. Ça me fait tellement penser à David Gemmell. Faudrait que je relise David Gemmell parce que ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Mais ça me fait énormément penser à lui, en mieux en fait. C'est simple, la première loi, déjà c'est très long. C'est simple, la première loi, j'en ai rien à foutre de l'histoire. J'en ai rien à foutre de l'histoire. De toute façon, dans le tome 1, tu comprends rien à l'histoire. Même à la fin, tu sais toujours pas ce qui va se passer. Tu sais pas ce qu'ils foutent là, les personnages, tu comprends pas c'est quoi leur but, tu comprends rien. Et tu t'en fous. Parce que c'est pas pour ça que tu lis la première loi, clairement. C'est pour les personnages. T'as envie que les personnages ils soient potes. T'as envie qu'ils deviennent meilleurs. T'as envie qu'ils arrêtent d'être cons. Parce que putain, ils sont vraiment cons les personnages dans la première loi. Enfin, cons. Ils sont pas cons. Ils sont pas idiots, un peu des fois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont. Bah, c'est des ordures en fait. Genre, la plupart d'entre eux, c'est des ordures. Le seul que je considérais pas comme une ordure, c'est Logan. Mais c'est parce qu'il est clairement plus vieux que les autres. Et que du coup, en fait, il a déjà eu le temps de faire toutes les conneries avant. Et que là, il a acquis la sagesse pour ne plus être une ordure. Mais enfin, de ce qu'il raconte de sa vie passée, on sait que ça a été une ordure et qu'il a fait des trucs horribles. Et à côté de ça, tous les autres personnages qui sont plutôt jeunes par rapport à lui, enfin, qui sont même vraiment jeunes par rapport à lui, bah eux, c'est des ordures. Ils sont arrogants, mais vraiment, ça te donne envie de les claquer. Je pense surtout à un personnage que tu as envie de claquer des fois quand tu lis son point de vue, parce que tout ce qu'il pense est horrible et lui-même n'est même pas conscient d'être arrogant comme ça, quoi. T'as des personnages qui sont juste monstrueux. Je pense à Glokta. Glokta, il est monstrueux aussi bien extérieurement qu'intérieurement en réalité. C'est un monstre à l'extérieur et à l'intérieur, il est hideux, mais putain, on peut pas s'empêcher de l'adorer ce personnage. Surtout une certaine scène dans le tome 1 qui m'a mis les larmes aux yeux pendant que je la lisais. Et c'est pour ça que j'adore ça, c'est pour ça que j'adore ces personnages. Là, je suis tombé amoureux des personnages de la première loi. Et c'est dommage que je puisse pas. En fait, je peux pas trop en dire parce que j'ai pas envie de spoiler. J'ai pas envie de spoiler les dénouements, j'ai pas envie de spoiler le développement des personnages et tout. Mais c'est passionnant à lire. Il y a une scène avec Glokta qui vraiment, ouais, m'a mis les larmes aux yeux. Et pourtant, c'est un personnage monstrueux. Mais t'as envie qu'il soit aimé, t'as envie qu'il aime d'autres gens. T'as juste envie de ça pour lui, pour Glokta. Tu veux qu'il aime des gens, qu'il retrouve le bonheur. Parce que la vie de cet homme n'est que souffrance. Et aussi, Joe Abercrombie, il écrit vraiment de manière réaliste. C'est-à-dire que la plupart des choses que font ces personnages, ou de leurs réactions, ou de leurs pensées profondes, très intimes qu'ils peuvent avoir, elles sont vraiment très réalistes. Certaines choses que certains personnages ont pensé, je me suis imaginé les penser de la même manière. Je me suis dit, dans cette situation, mais je pense que je penserais exactement la même chose. Je réfléchirais exactement de la même manière que dans ces situations-là, en fait. Parce que ces personnages, c'est pas des héros courageux, c'est des héros en un sens. Il y en a même qui sont considérés comme des héros dans l'univers de la première loi, parce qu'ils ont fait des choses grandes par le passé qui leur ont octroyé un titre et une grande popularité auprès des gens. Mais en réalité, c'est des hommes ou des femmes torturés, brisés, terrifiés aussi. Ils sont très souvent terrifiés. Ils s'en sortent la plupart du temps, mais terrifiés. Logan, qui est une immense brute, un nordique, qui a passé des mois entiers dans les montagnes seul, à survivre au froid, aux animaux. Quand on suit le point de vue de Logan, on se rend compte que c'est presque par chance qu'il survit à toutes les altercations qu'il rencontre au cours du bouquin, quoi. C'est presque un miracle qu'il soit encore vivant après chacun de ses affrontements. Et même lui en est conscient. Et il y a un truc marrant avec ça d'ailleurs, c'est que Joe Abercrombie utilise beaucoup de répétitions dans certaines expressions de ses personnages. Logan arrête pas de répéter à chaque fois qu'il sort d'un combat, encore vivant. À chaque fois qu'il sort d'un combat, il dit encore vivant. Comme s'il était vraiment surpris par ça. Et il est vraiment surpris par ça.
parce que à chaque fois, il comprend pas vraiment comment il a survécu à ce combat, alors qu'il était complètement désavantagé. Glokta aussi répète en permanence, et ça c'est assez marrant, chaque fois que je le lis, ça me met un peu le sourire aux lèvres. On a trouvé un corps flottant dans les docks. C'est sa manière de dire « c'en est fini pour moi » ou quand il parle de quelqu'un qui est plus ou moins condamné, il va penser ça, il va se dire « on a retrouvé un corps flottant dans les docks ». Quand il se dit que lui va mourir, il va être exécuté, je sais pas, il pense peut-être qu'il a fait une connerie, il a peur d'être découvert et exécuté par ses supérieurs. On va l'entendre penser on a retrouvé un corps flottant dans les docks. Et c'est toutes ces petites choses-là, ces petits détails qui foisonnent en fait dans le récit et qui te marquent en fait et qui restent dans ta tête et puis tu retombes dessus et du coup ça te rappelle ce que tu as lu il y a un moment déjà, des passages qui sont passés depuis un bout de temps déjà et puis ça te les ramène et ça te permet d'encore plus t'imprégner de l'évolution de ces personnages et de leur caractère. Donc ouais, la première loi, si je dois choisir parmi les 3 livres que j'ai lus ce mois-ci, lequel j'ai préféré, je pense que de loin, c'est la première loi pour moi. Peut-être qu'avec le temps, ça changera, peut-être que la roue du temps, une fois que j'aurai plus avancé dedans, ça changera. Les dossiers de Dresden, apparemment ça devient assez épique aussi par la suite. L'univers il est pas mal développé, donc peut-être que ça aussi, ça changera. Mais en tout cas, en termes juste de tome 1, si je dois comparer chaque tome 1, la première loi, elle est loin au-dessus. Loin, loin au-dessus. C'est trop bien écrit, tu rentres direct dedans. Chaque première apparition d'un personnage, elle est, je dirais pas parfaite, mais elle est presque parfaite. On comprend, on cerne les personnages à leur première apparition en fait. Au premier chapitre où c'est leur point de vue, on les cerne à la fin, on comprend plus ou moins qui ils sont. Et pourtant, ils ont tellement de marge d'évolution qu'on n'a aucune idée de ce qu'ils vont pouvoir devenir après. Donc ouais, la première loi, c'est vraiment ma lecture du mois, quoi. Ma découverte de ce mois-ci. Et là, j'arrive à la fin du tome 2. Je vais enchaîner avec le tome 3 directement, c'est sûr. Je crois que c'est le dernier après le tome 3. Et voilà, et on verra quand j'aurai fini le tome 3, mais je pense vraiment pas que je vais être déçu. Même si la fin, même si l'histoire elle se finit en autre boudin ou je sais pas quoi, je pense que je pourrais pas être déçu. Parce que en fait, les personnages, ils sont trop bien faits. Ils sont trop bien écrits. Là, dans le tome 2, là, je viens de lire des trucs encore hier soir. J'étais en mode, oh, c'est incroyable. J'étais trop heureux et tout de lire ça, quoi. J'en attends trop des personnages, en fait. Et à chaque fois, Joe Abercrombie, il me donne ce que j'attends. Et plus encore. Donc, même si l'histoire, elle se finit sur un final bâclé, ce que je pense pas que ça va arriver, en vrai. Je pense que ça va être génial. Mais même si ça finissait mal, si l'histoire était mal finie, je pense que les personnages, dans tous les cas, relèveront le niveau. Et je pense que je pourrais pas être déçu, juste à cause des personnages, je pourrais pas être déçu. Je pense, honnêtement. Ça me paraît impossible. Mais on verra. On verra le mois prochain, peut-être si je refais une vidéo comme ça le mois prochain. J'aurai sûrement terminé le tome 3 le mois prochain. Si je refais une vidéo comme ça, on verra. Mais je pense que je vous dirais que c'était incroyable. Hein. Peut-être que j'ai trop d'attentes. Mais je pense pas. Je pense que ça va être incroyable. Voilà. C'était mes lectures du mois. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces bouquins, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez les mêmes opinions que moi dessus? Ou est-ce que, je sais pas, vous allez peut-être me dire la roue du temps, non, la roue du temps c'est mieux que la première loi et tout, je suis pas d'accord. Voilà. Mais bon, c'est votre avis. Même si vous les connaissez pas, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a donné envie de les lire. En vrai, ça me ferait trop plaisir. Et voilà, c'est tout pour moi. C'était mes lectures du mois. Et j'ai kiffé, c'était un bon mois. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye.